Imaginez le palais le plus magnifique jamais construit, des miroirs à perte de vue, des ors partout, des fontaines qui dansent au soleil, le summum du luxe européen. Maintenant imaginez que ce même palais sent l'urine, en permanence, que les escaliers sont couverts d'excréments, que les plus grandes dames de France cherchent désespérément un coin pour se soulager, que derrière les dorures et les soieries règne une puanteur insupportable. Bienvenue à Versailles, le chef-d'œuvre du roi Soleil. 10 000 personnes entassées dans un château, prévu pour 1500. Presque pas de toilettes, des courtisans qui pisent dans les corridors, des domestiques qui vident les pots de chambre par les fenêtres. Et le roi le sait, il a même signé des ordonnances pour interdire ça. Mais rien ne change, parce que reconnaître le problème, ce serait admettre que le symbole absolu du pouvoir français cache un secret honteux. Alors, comment le château le plus admiré du monde a-t-il pu devenir l'un des endroits les plus sales d'Europe? Et pourquoi personne n'en parle jamais? Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, celles qu'on ne vous a jamais enseignées à l'école, abonnez-vous, parce que je révèle chaque semaine les secrets enfouis de notre passé. Maintenant, entrons à Versailles. Nous sommes un matin de janvier 1692. Le soleil d'hiver perce à travers les nuages et vient frapper les façades dorées du plus grand palais jamais construit par un homme. Versailles. À l'intérieur, dans la galerie des glaces, la lumière traverse 17 fenêtres monumentales. Elle se multiplie, se démultiplie, rebondit sur 357 miroirs. Les dorures brillent. Les fresques de Lebrun racontent les victoires du roi Soleil sur les plafonds. Le marbre poli reflète les pas des courtisans. Un homme traverse cette merveille. Il porte un habit de soie brodée, des dentelles aux poignets, une perruque poudrée qui lui descend jusqu'aux épaules. Ses souliers à talons claquent sur le sol. Il avance dans ce temple de la beauté, symbole absolu du génie français, du raffinement, du pouvoir, et soudain l'odeur le frappe, une puanteur, âcre, violente, insupportable. L'odeur d'urine, d'excréments, de déchets humains qui pourrissent dans les recoins. Voilà le premier secret de Versailles, le secret que personne ne voulait voir, que personne ne devait voir. Parce que derrière les façades les plus magnifiques d'Europe se cache l'une des réalités les plus sales du continent. La princesse palatine, Élisabeth Charlotte de Bavière, belle-sœur du roi, a osé l'écrire dans ses lettres privées. Des lettres qu'elle envoyait à sa tante en Allemagne, loin des regards de la cour. Elle écrit « L'on ne peut faire un pas à Versailles sans y rencontrer quelqu'un qui pisse ». Elle ne plaisante pas. Elle décrit la réalité quotidienne du plus beau château du monde. Alors comment est-ce possible? Comment le symbole absolu du luxe, de la civilisation, de la grandeur française, peut-il être aussi un cauchemar sanitaire? Comment Louis le XIVe, le roi Soleil, celui qui a dépensé des millions pour construire ce palais, a-t-il pu tolérer une telle insalubrité? Pour comprendre ce paradoxe, il faut d'abord comprendre ce que Versailles représente, l'image que le roi veut projeter, la propagande parfaite. Louis le XIVe est un génie de la communication. Il sait que le pouvoir ne repose pas seulement sur les armées ou l'argent. Le pouvoir repose sur l'image, sur ce que les gens croient m'en voir. Alors il a construit Versailles pour éblouir, pour sidérer, pour que quiconque s'approche du château soit écrasé par sa magnificence. Les peintres travaillent pour lui, les poètes chantent ses louanges, les architectes rivalisent d'ingéniosité. Tout est orchestré, calculé, mis en scène. Les gravures de l'époque montrent un Versailles immaculé, parfait, presque irréel, un paradis sur terre. Le jardin d'Éden reconstitué par la volonté d'un seul homme. Les chiffres donnent le vertige. 36 000 ouvriers ont travaillé sur le chantier. 6 millions de livres sont dépensés chaque année pour l'entretien du palais. 1400 fontaines ornent les jardins. Des tonnes d'or
recouvre les façades. Et ça fonctionne. L'Europe entière est fascinée. Les ambassadeurs étrangers arrivent à Versailles et repartent éblouis. Le marquis de Sourches, grand prévôt de France, note dans son journal que les princes allemands sont restés bouche bée devant tant de splendeur. Un envoyé du roi d'Angleterre écrit à son souverain « Jamais château n'a égalé cette magnificence. Jamais roi n'a disposé d'un tel écrin. Tous les monarques d'Europe veulent leur Versailles. Le tsar Pierre le Grand vient étudier le château pour construire Peterhof. Le roi de Prusse copie les jardins à sans souci. L'empereur d'Autriche ordonne la construction de Schönbrunn sur le même modèle. Versailles devient le standard absolu du luxe et du pouvoir. Mais voilà le problème. Ce que les visiteurs officiels voient lors de leur visite orchestrée, ce n'est pas la réalité quotidienne. C'est une mise en scène, une illusion parfaitement exécutée. Parce que si on ouvre les journaux intimes, si on lit les lettres privées, si on consulte les rapports des intendants chargés de gérer le château au quotidien, une toute autre vérité émerge. Le duc de Saint-Simon, qui a passé des années à la cour, a tenu des mémoires, des milliers de pages où il raconte ce qu'il a vraiment vu. Et Saint-Simon n'a pas peur des mots. Il décrit les incommodités insupportables du château. Il parle des courtisans contraints de se soulager dans les escaliers, faute de lieu d'aisance. Attendez, revenons sur ce point. Les escaliers. Nous parlons du palais du roi Soleil, le symbole de la France triomphante, et les gens se soulagent dans les escaliers. Les rapports des intendants confirment. Un document conservé aux Archives nationales, daté de 1685, mentionne explicitement les escaliers, les cours, les corridors et jusqu'au jardin sont remplis d'ordures. Les chiffres expliquent le désastre. Versailles a été conçu pour accueillir environ 1500 personnes, la famille royale, les ministres, quelques courtisans privilégiés. Mais très vite, le château est devenu bien plus qu'une résidence. Il est devenu le centre du pouvoir absolu, le lieu où tout se décide, le lieu où il faut être pour exister politiquement. Alors tout le monde veut vivre à Versailles. La noblesse française entière se précipite. Les ducs, les marquis, les comtes, leurs familles, leurs domestiques, les ministres et leurs administrations, les officiers de l'armée, les artistes, les fournisseurs, les solliciteurs. Résultat, 10 000 personnes vivent en permanence dans un château prévu pour 1500. 10 000. Et combien de toilettes? Quelques centaines de chaises, percées portables pour la noblesse. Quelques latrines rudimentaires, dans les sous-sols pour les domestiques. C'est tout. Aucun système d'évacuation des eaux usées digne de ce nom. Aucune infrastructure sanitaire. Rien. Les conséquences sont inévitables. Les courtisans ne peuvent pas se soulager dignement. Alors, ils improvisent. Ils utilisent les recoins, les escaliers de service, les corridors mal éclairés, les bosquets des jardins, les domestiques vides les pots de chambre par les fenêtres. Les ordures s'accumulent dans les cours intérieures. L'odeur devient permanente. Et voici la question qui hante ce palais. Comment un roi obsédé par la grandeur, par l'image, par la perfection, a-t-il pu laisser cela arriver? Comment le même homme, qui a dépensé une fortune pour que ses fontaines dansent au son de la musique, n'a-t-il rien fait pour que ses courtisans puissent aller aux toilettes? La réponse est troublante. Et pour la comprendre, il faut entrer dans l'intimité quotidienne de Versailles, là où personne ne regardait, là où le vernis craque, là où la vérité attend, cachée derrière les miroirs et les dorures. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut imaginer une journée ordinaire à Versailles, pas un jour de fête, pas une cérémonie officielle, juste un mardi normal de l'hiver, 1683. Le soleil se lève. Dans les appartements royaux, les domestiques commencent leur service. Ils vident les pots de chambre du roi, de la reine, des princes, des dizaines de pots. Ils les descendent par les escaliers de service et ils les vident. Où exactement?
Certains ont la chance d'accéder aux rares fosses d'aisance du château. D'autres, par nécessité ou par paresse, ouvrent simplement une fenêtre et versent le contenu dans la cour. Le liquide s'écrase sur les pavés. L'odeur monte. Dans les étages, les courtisans se réveillent. Ils doivent s'habiller, se préparer pour la journée. Et à un moment donné, la question se pose, où aller aux toilettes? Les plus privilégiés, ceux qui ont des appartements dans le château, possèdent leur propre chaise, percée, un meuble en bois, parfois décoré, parfois recouvert de velours, avec un trou au milieu et un pot en dessous. C'est le luxe absolu à Versailles, avoir sa propre chaise percée. Mais la majorité des courtisans n'ont pas cette chance. Ils dorment dans des chambres minuscules, parfois à plusieurs. Ils n'ont pas de meubles personnels, pas de chaise percée à eux. Alors que font-ils? La princesse palatine, encore elle, la décrit dans ses lettres avec une franchise brutale. Elle raconte que les corridors du château servent de latrines publiques, que les escaliers sont souillés à chaque étage, que même les galeries, ces espaces magnifiques où l'on est censé se promener et admirer l'art, dégagent une puanteur insupportable. Elle écrit à sa tante, en 1697, « Il est impossible de sortir de sa chambre sans voir quelqu'un, homme ou femme, en train de satisfaire ses besoins dans un coin. Impossible. Pensez à ce que cela signifie. Chaque fois qu'un courtisan traverse le château, il croise quelqu'un en train d'uriner contre un mur, dans le palais du roi Soleil, dans le symbole de la civilisation française. Et ce n'est pas une exagération. Les rapports des intendants confirment. Un document administratif de 1688 mentionne que des équipes de nettoyeurs sont employées à plein temps uniquement pour nettoyer les escaliers et les corridors, chaque jour. Parce que chaque jour, les mêmes endroits sont souillés à nouveau. Mais les corridors ne sont pas les seuls endroits utilisés. Les jardins de Lenôtre, ces merveilles d'architecture paysagère, ces allées parfaitement dessinées, ces bosquets romantiques, ils deviennent aussi des toilettes à ciel ouvert. Les courtisans qui se promènent dans les jardins, loin du regard des autres, profitent des bosquets pour se soulager. Les allées cachées, les recoins ombragés, les zones moins fréquentées deviennent des latrines naturelles. André Lenôtre lui-même, le génial jardinier qui a dessiné ces jardins, a laissé des notes dans lesquelles il se plaint de l'impossibilité de maintenir la propreté des allées. Il doit employer des jardiniers uniquement pour nettoyer les chemins, pas pour tailler les haies ou arroser les fleurs, pour nettoyer les excréments humains. Les fontaines, ces œuvres d'art hydraulique que Louis XIV adore tant, sont parfois utilisées pour se laver après s'être soulagés. Des témoignages mentionnent des courtisans qui trempent leurs mains dans les bassins. Vous imaginez la scène? Le roi a dépensé une fortune pour faire venir l'eau de kilomètres de distance, pour créer des jeux d'eau spectaculaires, pour impressionner l'Europe. Et ces courtisans les utilisent comme lavabo public. Maintenant, parlons de l'odeur, parce que tout cela crée une atmosphère, une odeur permanente qui imprègne le château, une puanteur que rien ne peut masquer complètement. Les courtisans essaient, ils essaient, ils se couvrent de parfums, des parfums lourds, capiteux, presque écœurants, l'eau de rose, le musc, l'ambre, des fragrances si puissantes qu'elles devraient masquer n'importe quelle odeur. Mais ça ne suffit pas. Un médecin de la cour, dont le témoignage est conservé dans les archives de la Bibliothèque nationale, décrit les miasmes pestilentiels qui règnent à Versailles. Il parle d'une atmosphère malsaine qui provoque des maux de tête, des nausées, des malaises. La mode des parfums sous Louis XIV n'est pas un raffinement. C'est une nécessité, une tentative désespérée de survivre dans un environnement insalubre. Les jours de grande affluence, la situation empire. Quand le roi organise un bal, une réception, une cérémonie, des centaines de personnes supplémentaires envahissent le château. Des nobles qui viennent de Paris, de province, parfois de l'étranger. Ils arrivent en fin d'après-midi, ils
se préparent pour la soirée, et tous, absolument tous, doivent à un moment donné se soulager. Saint-Simon raconte une scène hallucinante. Un grand bal dans la galerie des Glaces, plus de 1000 invités, les lustres brillent, l'orchestre joue, les danseurs virevoltent dans leurs robes somptueuses. Et soudain, une duchesse s'évanouit, pas à cause de l'émotion, pas à cause de la chaleur des bougies, à cause de l'odeur d'urine et d'excréments qui monte des étages inférieurs, mélangée à celle des centaines de personnes serrées dans la galerie, mélangée aux parfums lourds, créant un mélange suffocant. On la sort, on la ranime, et la fête continue. Parce qu'à Versailles, on fait semblant que tout est parfait, que tout est magnifique, que rien ne cloche. Un ambassadeur vénitien, en visite officielle en 1689, note dans son rapport diplomatique une phrase terrible. « Jamais je n'ai vu tant de magnificence, ni respirer un air si vicié. Voilà le cœur du paradoxe. La magnificence et la saleté coexistent, dans le même lieu, au même moment, sous les yeux de tous. Et le roi, Louis XIV, celui qui contrôle tout, qui décide de tout, qui surveille chaque détail de l'étiquette de cour, il sait parfaitement ce qui se passe dans son palais. Louis XIV sait. Comment pourrait-il ne pas savoir? Il vit ici. Il traverse ces mêmes corridors. Il respire le même air. Et il a essayé de régler le problème. Mais pas de la manière qu'on pourrait imaginer. Le 15 novembre 1695, le roi signe une ordonnance, un décret officiel. Il est conservé aux archives nationales et on peut encore le lire aujourd'hui. Le texte est clair. Il est formellement interdit à quiconque de faire ses besoins dans les cours, escaliers, corridors ou jardins du château. Formellement interdit. La punition prévue, une amende. Et pour les domestiques, le renvoi immédiat. Louis XIV pense qu'un ordre suffit, que sa volonté royale va résoudre le problème. Après tout, c'est le roi absolu. Quand il parle, le royaume entier obéit. Sauf que cette fois, ça ne marche pas. Quelques semaines plus tard, les intendants constatent que rien n'a changé. Les gens continuent de se soulager partout, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y a toujours pas assez de toilettes, parce qu'on ne peut pas interdire un besoin naturel sans offrir d'alternative. Alors, le roi signe une deuxième ordonnance, en 1697, puis une troisième en 1699, puis une quatrième. Chaque fois le même texte, les mêmes interdictions, les mêmes menaces de sanctions. Chaque fois le même résultat, rien ne change. Parce que le vrai problème, Louis XIV refuse de l'admettre. Le vrai problème, ce n'est pas le comportement des courtisans, c'est l'absence totale d'infrastructures sanitaires dans son palais. Des architectes ont proposé des solutions. Il existe des plans, conservés dans les archives, pour installer un système d'évacuation des eaux usées, pour construire des latrines publiques dans chaque aile du château, pour créer un réseau de canalisation souterraine. Ces plans sont techniquement réalisables. D'autres châteaux européens, moins prestigieux que Versailles, les ont déjà mis en œuvre. Mais Louis XIV refuse. Pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, le coût. Installer un tel système coûterait des centaines de milliers de livres. Et le roi préfère dépenser cet argent pour de nouvelles fontaines, de nouveaux jardins, de nouvelles dorures. Pour ce qui se voit, pour ce qui impressionne. Ensuite, la complexité. Creuser sous le château, installer des canalisations, modifier l'architecture. Cela prendrait des années. Cela signifierait des travaux permanents, du bruit, de la poussière, du désordre visible. Mais, surtout, il y a la fierté. Admettre qu'il faut construire un système sanitaire, c'est admettre qu'il y a un problème. C'est reconnaître que Versailles, le symbole parfait de sa grandeur, souffre d'un défaut majeur. Et ça, Louis XIV ne peut pas le faire. Alors, il préfère signer des ordonnances inutiles, faire semblant que le problème vient des gens, pas du palais, que c'est une question de discipline, pas d'infrastructure. Pendant ce temps, les courtisans vivent un cauchemar quotidien.
Ils sont pris au piège, un piège terrible. Saint-Simon l'a écrit avec une clarté brutale. Être absent de Versailles, c'est risquer de ne plus exister. Voilà la règle du jeu. Si vous voulez avoir une carrière, une influence, un avenir politique ou militaire, vous devez vivre à Versailles. Vous devez être vu par le roi. Vous devez assister aux cérémonies, aux réceptions, aux messes. Vous devez être présent. Un courtisan qui s'absente trop longtemps perd la faveur royale. Ses demandes ne sont plus entendues. Ses requêtes sont ignorées. Il devient invisible, oublié. Alors, il reste, même si les conditions sont insupportables, même s'ils doivent supporter l'humiliation quotidienne de chercher désespérément un endroit pour se soulager. Imaginez la scène, une duchesse vêtue d'une robe de soie qui vaut une fortune, couverte de bijoux, maquillée et poudrée, qui doit traverser le château pour trouver un recoin discret parce qu'elle n'a pas de toilette dans sa chambre. Imaginez un marquis, descendant d'une lignée noble vieille de 5 siècles, forcé d'uriner dans un escalier de service comme un mendiant. L'humiliation est réelle, mais personne n'en parle ouvertement. Parce que en parler, c'est briser l'illusion. C'est avouer que le rêve de Versailles est un mensonge. Et il y a pire que l'humiliation. Il y a les maladies. Les archives médicales de la cour révèlent une vérité terrible. Les courtisans tombent malades en permanence. Dysenterie, fièvre, infection intestinale, maladie de peau. Un médecin du roi, dans un rapport confidentiel daté de 1700, mentionne les maux de Versailles, des affections qui frappent spécifiquement les habitants du château. Il les attribue à l'air malsain et aux conditions insalubres. Mais il ne peut pas le dire publiquement, parce que critiquer Versailles, c'est critiquer le roi. Alors, les gens meurent en silence. Des domestiques, surtout, ceux qui passent leur journée à nettoyer les ordures, à vider les pots de chambre, à transporter les déchets. Ils contractent des infections. Ils tombent malades. Certains meurent. Il existe un métier à Versailles dont personne ne parle jamais dans les livres d'histoire. Porteurs d'aisance. Ces hommes, des dizaines d'hommes, passent leur journée à vider les pots de chambre de la noblesse. Ils descendent les escaliers avec ces récipients puants. Ils les transportent jusqu'aux rares fosses d'aisance. Ils les vident, ils les nettoient, et ils recommencent, jour après jour, année après année. Leurs noms n'apparaissent presque nulle part dans les archives. Ils sont invisibles, oubliés. Et pourtant, sans eux, le château serait encore plus invivable. Le contraste est insoutenable. Ils nettoient les immondices dans un palais d'or. Ils vivent dans la saleté pour maintenir l'illusion de la propreté. Ils sacrifient leur santé, parfois leur vie, pour que la noblesse puisse continuer à prétendre que tout va bien. Face à l'échec de ces ordonnances, Louis XIV choisit une autre stratégie. Puisqu'il ne peut pas résoudre le problème, il va le masquer. L'industrie du parfum française connaît un essor spectaculaire sous son règne. Ce n'est pas un hasard. Les parfumeurs de Grasse dans le sud de la France inventent des fragrances de plus en plus puissantes, des mélanges complexes de musc, d'ambre, de civette, de jasmin, des odeurs si fortes qu'elles peuvent couvrir presque n'importe quoi. Presque. À la cour, tout le monde se parfume, les hommes autant que les femmes. Les courtisans se couvrent littéralement de parfums, sur les vêtements, sur les perruques, sur les mouchoirs qu'ils portent constamment à leur nez. Les tapis et les tapisseries sont aspergés d'eau de rose. Les meubles sont frottés avec des huiles parfumées. On brûle de l'encens dans les pièces. On installe des pots pourris dans tous les coins. Mais tout cela ne fait que créer un nouveau problème. Maintenant, l'odeur de Versailles est un mélange écœurant d'urine, d'excréments et de parfums lourds. Une combinaison qui donne la nausée à beaucoup de visiteurs. Un médecin étranger, venu soigner un ambassadeur malade, écrit dans ses notes personnelles « L'air de Versailles est un poison parfumé ». Pendant ce temps, une armée de domestiques tente de maintenir une apparence de propreté.
Des dizaines de valets sont employés uniquement pour nettoyer. Ils commencent avant l'aube. Ils frottent les escaliers. Ils lavent les corridors. Ils changent les tapis souillés. Ils aèrent les pièces. Mais c'est un travail de Sisyphe. Chaque jour, ils nettoient. Et chaque jour, tout est sali à nouveau. Certains courtisans finissent par accepter cette réalité. Ils s'y habituent. L'insupportable devient normal. C'est peut-être le pire. Quand l'exception devient la règle. Quand on ne réagit plus. Quand on cesse même de voir le problème. Des témoignages montrent que certains, nobles, après quelques années à Versailles, ne sentent même plus l'odeur. Leur nez s'est habitué. Ils ont développé une forme d'immunité olfactive. Mais les nouveaux arrivants, eux, sont toujours choqués. Pendant ce temps, dans le reste de l'Europe, d'autres palais adoptent des solutions modernes. En Angleterre, le palais de Hampton Court installe des latrines publiques dans plusieurs ailes. Rien de luxueux, mais fonctionnel. Les courtisans anglais peuvent se soulager dignement. Aux Pays-Bas, certains châteaux construisent des systèmes de canalisation inspirés des techniques romaines, rudimentaires mais efficaces. Même en Prusse, pourtant moins riche que la France, le roi fait installer des toilettes dans son nouveau palais. La France, la nation la plus puissante d'Europe, celle qui donne le ton en matière de culture et de raffinement, prend du retard dans un domaine fondamental, l'hygiène. Et Louis XIV le sait. Des rapports lui parviennent, ses espions, à l'étranger, lui décrivent les innovations dans les autres cours. Ses architectes lui montrent les plans. Ses médecins l'avertissent des risques sanitaires. Mais il refuse toujours. Parce que admettre qu'il doit moderniser Versailles, c'est admettre que son palais parfait ne l'est pas. C'est reconnaître un échec. Et le roi Soleil ne peut pas échouer. Alors, il continue de signer des ordonnances inutiles. Il continue d'investir dans des parfums et des décorations. Il continue de faire semblant. Et puis arrive le soir du 12 février 1687. Un grand bal est organisé dans la Galerie des Glaces, une célébration extraordinaire pour marquer une victoire militaire française. Le roi a invité plus de 1000 personnes, toute la noblesse française, des ambassadeurs étrangers, des princes d'Europe. C'est l'occasion parfaite pour montrer la grandeur de Versailles, pour impressionner, pour éblouir. Les préparatifs durent des jours. On installe des centaines de bougies. On polit les miroirs jusqu'à ce qu'ils brillent comme des diamants. On décore la galerie avec des fleurs fraîches. On répète la musique. On prépare un festin monumental. Le soir venu, les invités arrivent. Les robes sont somptueuses. Les bijoux étincellent. Les perruques sont poudrées à la perfection. Tout le monde est magnifique. La galerie s'illumine. Les 357 miroirs multiplient la lumière des bougies. L'effet est magique, féerique. Les invités retiennent leur souffle devant tant de beauté. L'orchestre commence à jouer. Les premiers couples entrent dans la danse. Le roi observe, satisfait. C'est exactement ce qu'il voulait, la perfection incarnée. Et puis, progressivement, l'odeur commence à monter. Avec plus de 1000 personnes serrées dans la galerie, la chaleur augmente. La chaleur fait ressortir les odeurs, les parfums, mais aussi tout le reste. Les étages inférieurs, où les domestiques ont entassé les déchets de la journée. Les corridors récemment souillés. Les coins mal nettoyés. Tout remonte, se mélange, s'intensifie. Certains invités sortent leurs mouchoirs parfumés. Ils les pressent contre leur nez. D'autres essaient de respirer par la bouche. Mais l'odeur est partout, incontournable. Et soudain, au milieu d'une valse, une femme s'effondre, la comtesse de Soissons. Elle tombe au sol, inconsciente. Les danseurs s'arrêtent. Un cercle se forme autour d'elle. On l'évente. On lui fait respirer des sels. Elle revient à elle quelques minutes plus tard. Et elle dit simplement « L'air. Je ne peux pas respirer cet air. » Le bal continue. Parce qu'il le doit. Parce qu'arrêter serait admettre le problème. Alors, on danse, on sourit, on fait semblant. Mais un ambassadeur étranger,
le représentant de Venise, note tout dans son journal. Il écrit « Ce soir, j'ai assisté au plus beau spectacle jamais créé par l'homme et au plus grand mensonge jamais maintenu par un roi. » Alors, pourquoi ce paradoxe absurde a-t-il pu exister pendant des décennies? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, et elle nous en dit long sur le pouvoir, sur l'orgueil et sur la nature humaine. D'abord, il y a une explication technique. Versailles a été construit pour impressionner, pas pour qu'on y vive. L'architecture entière du château est pensée pour la beauté visible. Les façades, les jardins, les galeries, tout ce qui se voit de l'extérieur, tout ce qui frappe le regard. L'infrastructure invisible, les canalisations, les systèmes d'évacuation, la plomberie, ça n'intéresse personne. Ça n'impressionne pas les ambassadeurs, ça n'apparaît pas sur les gravures, ça ne renforce pas le pouvoir du roi. Louis XIV a dépensé des fortunes pour faire venir l'eau des rivières lointaines. Mais cette eau FVC, cette eau servait aux fontaines, pas aux toilettes, parce que les fontaines se voient, les fontaines éblouissent, les fontaines racontent une histoire de maîtrise, de contrôle, de pouvoir sur la nature elle-même. Les toilettes, elles sont banales, communes, indignes d'un roi. Ensuite, il y a la surpopulation. Personne n'avait prévu que 10 000 personnes finiraient par vivre dans ce château. C'est devenu une ville sans les infrastructures d'une ville. Mais surtout, il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche à la psychologie du pouvoir absolu. Louis XIV a construit son règne sur une image, l'image du roi parfait, infaillible, tout-puissant, le roi Soleil qui ne connaît pas l'échec. Admettre que Versailles a un problème sanitaire, c'est fissurer cette image, c'est montrer une faiblesse, c'est révéler que même le plus grand roi du monde ne contrôle pas tout. Et ça, Louis XIV ne peut pas le faire. Son pouvoir repose sur l'illusion de la perfection. Si l'illusion se brise, le pouvoir vacille. Alors, il préfère nier, ignorer, faire semblant. Et pendant ce temps, des milliers de personnes souffrent. Les courtisans passent des années dans cette situation. Ils sacrifient leur dignité pour rester dans les bonnes grâces du roi. Ils supportent l'humiliation quotidienne. Ils tombent malades. Certains meurent. Et pourquoi? Pour le pouvoir, pour l'influence, pour un poste, pour une pension, pour un regard du roi. Voilà ce que Versailles révèle sur la nature du pouvoir. Les gens acceptent l'inacceptable quand ils pensent que leur survie en dépend. Les conséquences dépassent Versailles. Cette génération de nobles, élevés dans ces conditions, développe une vision particulière du monde. Une vision où l'apparence compte plus que la réalité, où le mensonge collectif est préférable à la vérité inconfortable. Cette mentalité va marquer la noblesse française pour les décennies suivantes, et elle va contribuer d'une certaine manière à la chute de l'Ancien Régime. Parce que pendant que la noblesse vit dans ses palais, sales en prétendant que tout va bien, le reste de la France observe. Le peuple voit le gouffre entre l'image et la réalité, entre la propagande royale et les faits. Les bourgeois des villes, souvent, vivent mieux que les nobles de Versailles. Ils ont des maisons avec des latrines fonctionnelles. Ils n'ont pas à sacrifier leur dignité pour survivre. Et quand viendra la Révolution, ce sera aussi une révolte contre ce système de mensonges, contre cette société qui préfère l'apparence à la vérité. Les successeurs de Louis XIV héritent du problème. Louis XV essaie d'améliorer les choses. Il fait installer quelques latrines supplémentaires. Il modernise certaines ailes du château. Mais il refuse toujours d'entreprendre les travaux majeurs nécessaires, parce que lui aussi est prisonnier de l'image de Versailles. Louis XVI, finalement, commence à réaliser l'ampleur du désastre. Il commande des études, il consulte des architectes, il envisage une rénovation complète. Mais c'est trop tard. En 1789, la Révolution éclate. La famille royale est chassée de Versailles. Le château est vidé,
pillé, abandonné. Et pendant quelques années, Versailles reste vide, silencieux. Les miroirs reflètent des galeries désertes. Les fontaines ne dansent plus. Le symbole de la grandeur française devient un symbole de l'échec de l'Ancien Régime. Aujourd'hui, quand on visite Versailles, on voit la beauté, on admire les dorures, les fresques, les jardins parfaits. On prend des photos, on s'émerveille. Mais maintenant, vous savez ce qui se cachait derrière. Et cette histoire nous enseigne quelque chose d'universel, quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Combien de Versailles existent autour de nous? Combien d'institutions, d'organisations, de systèmes brillent de l'extérieur, mais cachent des réalités sordides? Combien de façades magnifiques dissimulent des problèmes qu'on refuse d'affronter? La leçon de Versailles n'est pas seulement historique, elle est humaine. Elle nous rappelle que le pouvoir sans vérité est une illusion fragile, que l'apparence sans substance finit toujours par s'effondrer, que sacrifier la dignité humaine pour maintenir une image est un prix trop élevé. Louis le XIV voulait être le plus grand roi de l'histoire. Il voulait que Versailles soit son héritage éternel, un monument à sa gloire. Et c'est vrai, Versailles est resté, mais pas seulement comme symbole de grandeur, aussi comme rappel que même les plus puissants ne peuvent pas échapper aux réalités les plus basiques de l'existence humaine. Le roi Soleil pouvait commander aux armées, il pouvait lever des impôts, il pouvait construire des palais qui défient l'imagination, mais il ne pouvait pas échapper au fait que 10 000 personnes ont besoin de toilettes. Et quand il a refusé de reconnaître cette vérité simple, il a transformé son chef-d'œuvre en cauchemar. C'est ça, l'histoire cachée de Versailles, une histoire de splendeur et de saleté, de grandeur et de déchéance, d'illusion et de réalité. Une histoire qui nous rappelle que derrière chaque image parfaite, il y a toujours une vérité plus complexe, et que refuser de voir cette vérité ne la fait pas disparaître. Elle attend, cachée dans les corridors, dans les archives, dans les lettres oubliées. Elle attend qu'on la découvre, qu'on la raconte, qu'on en tire les leçons. Parce que l'histoire n'est jamais seulement ce qu'on nous montre, elle est aussi ce qu'on nous cache. Et Versailles, le château le plus photographié de France, garde encore ses secrets les plus sales,